Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Olivier Bernard, mieux connu sous le nom de Pharmachien. Olivier qui est pharmacien, mais qui est surtout vulgarisateur scientifique. Aujourd'hui, il est venu nous parler de l'importance de l'esprit critique chez l'enfant. Comment aider notre enfant à avoir un bon esprit critique. Puis aussi, c'est quoi l'esprit critique? Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Olivier. Allô. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment heureuse parce que toute ta démarche scientifique et tout ce que tu fais pour vulgariser va tellement en lien avec l'objectif premier de Placote qui est de fournir des outils, mais validés par la science pour les familles, pour les parents. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait super plaisir. Je te laisse te présenter un petit peu si jamais il y a des gens qui ne te connaissent pas trop, puis après ça, on se lance dans notre sujet. Oui, c'est ça. Moi, c'est Olivier. Je suis pharmacien. Je suis pharmacien depuis 2004. Puis, depuis 2012, je fais beaucoup de la vulgarisation scientifique, de la communication scientifique pour le grand public, principalement. J'en fais aussi un peu pour les professionnels de la santé. Donc, maintenant, c'est comme... je suis plus un vulgarisateur qu'un pharmacien, mais je fais encore de la pharmacie, ceci étant dit, après... 16-17 ans à peu près. Tu es encore dans les pharmacies. Là. De temps en temps. De temps en temps, les gens peuvent me croiser dans la pharmacie. Peuvent te croiser, c'est ça, c'est super. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, toi, tu es derrière toute l'histoire du pharmacien, les émissions, les livres, ta plateforme, le Facebook et tout ça du pharmacien. C'est toi qui es derrière ça. Ouais. Puis c'est vraiment dans ton objectif de vulgarisation là, que tu as parti ça. Aujourd'hui, on va parler d'esprit critique. Oui, un de mes sujets préférés. C'est quelque chose qu'on entend. Est-ce qu'on sait réellement c'est quoi? Est-ce qu'on sait réellement comment agir pour aider à développer l'esprit critique? Qu'est-ce que c'est ça, l'esprit critique? De quoi on parle quand on parle d'esprit critique? Oui, c'est une super bonne question. Puis je pense qu'il y a plusieurs définitions. Ouais. Puis tu sais, moi, je peux te donner ma définition. Puis je dis pas que c'est la bonne ou que c'est la seule, mais c'est vraiment celle que moi, je donne. Puis en fait, moi, j'ai commencé à donner des conférences dans les écoles secondaires depuis à peu près peut-être 2-3 ans. Okay. Après, j'ai écrit mon livre pour les jeunes, dans le fond, sur l'esprit critique. Puis, tu sais, les jeunes, il faut que tu les accroches rapidement. Là. Si tu arrives au début de la conférence, tu dis aujourd'hui, on va parler d'esprit critique, puis that's it, là, tu viens de les perdre. Il n'y a aucune chance. Fait que moi, la façon que je leur présente ça, c'est que je leur dis, en fait, je leur montre quelque chose qu'ils ont vu assurément passer sur Instagram ou sur TikTok, là, de quoi de louche, tu sais. Puis je leur demande, trouvez-vous que c'est... Pensez-vous que c'est fiable, cette affaire-là, ou vous avez des doutes? Puis tout le monde est comme, non, on pense pas que c'est fiable, non. Je dis, bon, mais ça, là, cette espèce de sixième sens-là que vous avez, que vous voyez de quoi, vous savez que c'est louche, vous savez que c'est douteux, que c'est suspect. En même temps, vous n'êtes pas capable de mettre le doigt exactement dessus. Vous ne savez pas pourquoi, mais il y a comme une petite voix dans votre tête qui vous dit ça, il y a de quoi de louche là-dedans, puis je devrais faire attention. Le petit red flag, là. Exact, ou une sirène d'alarme, peu importe. Mais ça, c'est l'esprit critique. OK? Fait que l'esprit critique, dans le fond, là, c'est d'apprendre qu'on a déjà dans notre cerveau les mécanismes pour nous protéger contre de la manipulation, contre des gens qui voudraient essayer de nous vendre des affaires ou des idées. C'est des mécanismes qu'on a pour ne pas se faire avoir. Oui. Moi, c'est comme ça que je le présente, puis je leur dis que l'esprit critique, ça se développe, que ça se travaille, puis que même si les outils, on les a déjà dans notre cerveau, on peut les développer davantage, on peut les rendre plus aiguisés. Plus efficaces. Plus efficaces. Puis honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais trouvé un jeune qui m'a dit ça sert à rien. Là. Genre, tout le monde est comme, ouais, j'ai pas vraiment envie de me faire manipuler dans la vie, là, tu sais, j'ai pas envie de me faire avoir. Fait que je trouve qu'avec les jeunes, c'est une bonne façon de le présenter. Oui, puis surtout en présentant pourquoi. Tu sais, j'ai pas envie de me faire manipuler. Ben moi non plus. T'as bien raison. Non, exact. T'sais. Parce qu'on pourrait le présenter, tu sais, l'esprit critique, mettons, de point de vue absolu, c'est de la philosophie, là. Tu sais, en gros, c'est des méthodes, comment est-ce qu'on argumente, qu'est-ce qui est un bon argument, puis tout ça. Mais c'est un peu abstrait. Puis souvent, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, puis pour des jeunes aussi, tu sais, il faut leur dire qu'est-ce que je vais retirer de ça. Puis je pense que les jeunes, en tout cas, moi, je l'ai vraiment senti là, au secondaire, mais même avant, là, tu sais, j'ai déjà parlé à des jeunes du primaire aussi, puis ils sont déjà conscients qu'il y a des forces qui sont un peu comme qui s'exercent dans la société, qui vont essayer de les convaincre de différentes choses. Ils savent qu'il y a de la désinformation. Ils savent que tout n'est pas vrai. Donc, vu qu'ils sont déjà au courant de ça, je me dis, c'est une super belle opportunité de leur dire, bon, mais maintenant, ça te tenterait-tu d'être encore meilleur pour détecter les choses, tu sais? Puis moi, en fait, l'esprit critique, dans un de mes livres, j'appelle ça le détecteur de niaiserie, là, ou le détecteur de bullshit, mais on peut appeler ça le détecteur de niaiserie avec les jeunes. Bullshit, ça fait pas vrai aussi. Oui, exact. Puis je trouve que c'est une bonne façon de le présenter parce que là, c'est comme excitant. C'est comme, attends, j'ai déjà ça, puis je peux comme devenir un espèce de détecteur moi-même. Là, ça devient un jeu.
Je peux être un détective de bullshit. Je peux être un détective, exact. Ça peut être le fun. Oui. Puis, en tout cas, on va sûrement en reparler plus tard, mais je trouve que c'est une bonne façon aussi d'initier les jeunes à la pensée critique. De l'aborder, c'est ça. Puis, quand on parle de pensée critique, tu sais, chez les tout-petits, par exemple, ils en font déjà tellement. Ils sont déjà tellement alertes à ça, tu sais. Puis, c'est de continuer, j'imagine, à aiguiser ce petit sens-là qu'ils ont naturellement. C'est non, bien, totalement. Premièrement, oui, c'est vrai, c'est de continuer à l'aiguiser. Puis, c'est aussi, en fait, de faire en sorte que cette espèce de petite étincelle-là ne s'éteigne pas d'elle-même. Puis dans mon livre pour enfants, je cite Le petit garçon qui posait trop de questions. Oui, exact. Puis je cite, je fais une citation de Carl Sagan à la fin. Carl Sagan, qui était un astronome extrêmement influent dans le domaine de la communication scientifique, un des plus grands communicateurs scientifiques de tous les temps, en fait, qui dit que tous les enfants naissent avec la méthode scientifique, avec la pensée critique dans leur tête. T'sais, naturellement, ils sont curieux. Puis 2, ils prennent pas grand-chose pour acquis. Ils sont prêts à considérer toutes les versions ou toutes les solutions possibles à des problèmes. Tu sais, quand on dit penser out of the box, là, ils le font. eux, ils font ça par défaut. Ils n'ont pas tous les construits de la société, tu sais, qu'on nous inculque quand on est adulte. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans la vie moderne, peu importe, qui fait que ces espèces de réflexions, on les éteint un peu, pas volontairement, là, mais ils finissent par s'éteindre pour une pensée qui est des fois un peu plus homogène ou qui va aller plus dans des croyances qui sont un peu après ça inébranlables. Fait que ce qu'il faut faire, c'est le stimuler, puis 2, essayer de faire en sorte que cette espèce de curiosité-là naturelle, ben qu'on s'assure qu'elle reste. Oui, si on fait juste penser les recettes que les enfants font avec la bouette, puis là, ils mettent des affaires. Mais c'est de la science, ça. Totalement. Puis ils font la démarche scientifique dans le sens qu'ils font des expériences. Ça fonctionne pas. Même chose dans le bain. Moi, le nombre de shampoings puis de savons que j'ai perdu dans des potions magiques. Puis là, je me dis, arrêtez de faire des potions. Oui, mais maman, regarde, ça change de couleur. Regarde. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses qui, effectivement, à un moment donné, ils en font plus. Puis là, tu te rends compte que finalement, c'était bien d'en faire. Oui, ils en font plus. Ou ils en font plus, ou ils réalisent jamais que ça, c'était de la science, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là, on apporte la science scolaire. C'est ça. Puis là, ils débarquent parce qu'ils disent c'est plate, on apprend des affaires. Puis là, oui, mais rappelle-toi, quand tu faisais tes petites potions, c'était exactement ça. Exactement. C'est comme une coupure, on dirait. Mais tu as raison. Puis, tu sais, puis moi, jamais je vais blâmer l'éducation scientifique qui se fait dans les écoles parce que je pense qu'elle est excellente. Oui. Mais en même temps, il y a quelque chose dans une école puis dans le processus scolaire qui fait qu'à un moment donné, il faut que tu uniformises la formation pour tout le monde. Puis, il faut aussi que tu puisses tester les apprentissages. Tout ça est fait un peu dans le but d'avoir un examen qui va mesurer certaines affaires. Donc, il y a une réalité qu'il y a 20 enfants devant toi aussi. Exact. Fait que, à un moment donné, il faut que tu coches des cases en disant voici les apprentissages que l'enfant a fait. Puis tout ça, c'est bien correct. Mais il reste qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, la science, c'est vu comme étant voici des choses qu'il faut que tu apprennes par cœur. C'est ça. Tu sais, genre, comment ça s'appelle le phénomène qui fait qu'une plante se tourne en direction de la lumière. C'est ça. D'ailleurs, je me souviens même plus de c'est quoi le mot. Photosynthèse. C'est pas la photosynthèse, c'est la photo, en tout cas, peu importe, là, photocentrisme, je sais plus. Là, mais tu vois, t'as pas appris tes notions de science. Voilà, puis en fait, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Mais non, l'important, c'est de savoir comment et pourquoi. Tu sais, comme je me souviens du concept, je me souviens comment est-ce que c'est important. Le mot, je m'en rappelle pas. Fait que, tu sais, la science, c'est souvent perçu comme étant, mais c'est du par cœur, c'est des choses qu'il faut savoir. Alors que si on se ramène à justement, quand j'étais jeune puis que je faisais des trucs dans mon bain puis que je mélangeais des affaires, c'était une version un peu préliminaire de quelque chose. Tu sais, c'est un peu la même chose que des scientifiques font dans le labo, mais c'est ça. Tu sais, c'est une version... c'est ça, c'est une version rudimentaire de ce qui se fait en réalité. Bien, juste, on est allé visiter les écoles secondaires avec mon grand, puis il a vu dans le local de sciences, justement, il y avait une affiche, puis c'était des recettes. Puis là, il dit, qu'est-ce que ça fait ici, des recettes dans le local de sciences? Là, j'ai dit, mais pense-y 2 minutes. J'ai dit, pour que ton pain lève, il faut que tu mettes quelque chose qui fait réagir les autres ingrédients. Faut que ça... Il y a une réaction qui se passe quand tu mélanges. Si tu mets pas la bonne quantité, ça va faire une galette. Si tu mets la bonne quantité de farine, là, ça va tenir. Si tu mets un œuf, si tu mets... Fait que c'est de la science, ça, les recettes. Elle a fait, ouais. Elle dit, ben oui. Puis là, il est revenu chez nous. Puis là, naturellement, il voulait faire de la science. Donc, tout d'un coup, il s'est mis à faire des recettes. Mais, tu sais,
Ça, c'est ça. Fait que l'esprit critique, ça tourne autour de pas perdre cette petite affaire-là. Là, totalement. Puis d'être capable vraiment de le voir, de voir de la science dans les choses de tous les jours. C'est ça. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai voulu essayer de faire dans les dernières années parce que, effectivement, c'est vrai que la science en ce moment, c'est des scientifiques dans leur laboratoire qui travaillent avec des machines, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Puis, ça a l'air vraiment complexe. Mais tu sais, t'ouvres une canette de boisson gazeuse, ça fait psst, tu sais, comme, qu'est-ce qui fait ça? Il y a une super grosse discussion scientifique que tu peux avoir là-dessus par rapport aux recettes. Tu as raison. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un pain lève, il y a des levures? C'est quoi des levures exactement? Comment ça que les levures, ils bouffent du sucre puis ils produisent du gaz? Tu sais, c'est super intéressant. Puis je trouve que c'est une bonne façon de présenter la science comme quelque chose que c'est pas quelque chose d'obscur là, à quelque part que des gens font dans un laboratoire. C'est vraiment quelque chose qui nous entoure. Puis j'irais même jusqu'à dire que, tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire des choses comme « Ah, moi, la science, j'ai ça, puis je veux rien savoir de la science. » Puis t'es comme « Puis, ben, tu viens d'écrire ça sur ton téléphone, tu sais, sur Facebook. » Mais il y a beaucoup de science là-dedans, tu sais. On a comme perdu, on dirait, le réflexe de voir de la science dans des choses simples. Oui, ça a l'air compliqué, tu sais. Ça a l'air, puis ça l'est des fois. Oui, bien, c'est puis des fois, normal, non. Là, c'est ça. Mais non. Oui, c'est ça. Mais là, comment qu'on fait, là? Là, maintenant qu'on a mis la table, là, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Comment on peut les aider? C'est quoi au quotidien? Tu sais, comment on réussit? Si nous-mêmes, par exemple, on a été pris dans cet engrenage-là de voir la science, de voir l'esprit critique comme, c'est réservé à ceux qui s'y connaissent, à ceux qui ont fait un doctorat. Tu sais, comment on revient à aider notre enfant à développer puis à garder cet esprit critique-là pour justement en faire un citoyen après qui va remettre tout en question parce que c'est un peu ça qu'on veut faire, de rien prendre pour acquis finalement. Bien, en fait, c'est... Ouais, puis... Mais encore là, la limite est pas évidente parce que d'un côté, on dit, ben, on veut que les jeunes développent leur esprit critique pour qu'ils puissent être des esprits libres puis qu'ils puissent garder tout le temps un certain doute, etc. En même temps, on voudrait pas qu'ils commencent à douter de tout, comme on l'a vu dans les dernières années, des gens qui font plus confiance à rien, et c'est pas mieux. Non. Et il y a certaines de ces personnes-là qui se targuent d'avoir un esprit critique, alors qu'ils font plus confiance à rien qui vient d'experts ou d'autorités, etc. C'est ça. Puis ça, c'est une question que je me fais poser vraiment souvent, c'est comment est-ce que je fais pour enseigner à mon enfant ou que douter, avoir des doutes, c'est une belle qualité. Oui. Puis en même temps, il y a des limites à ça. Oui, quand il y a une communauté complète scientifique qui affirme quelque chose, comme la Terre est ronde, par exemple. Ça, ou quelque chose de genre. C'est difficile de dire « Ah non, ben moi, je ne l'ai pas vu, donc je doute. » Bien, totalement. ou encore, tu sais, comme tu veux enseigner aux kids qu'ils peuvent faire leurs propres expériences par eux-mêmes. Oui. Mais après, il y a le bémol que l'expérience que tu as faite par toi-même vaut rien si tu la mets pas si tu te mets pas en collaboration avec d'autres personnes qui font les mêmes expériences puis qu'après vous comparez vos résultats. On valide encore, Fait que je pense qu'il y a comme des étapes là-dedans. Puis tu sais, moi je peux, tu sais, je veux dire, moi je suis pas un expert là-dedans, là, tu sais, je fais pas de la recherche là-dessus. Puis il y a des gens qui font ça en passant. Il y a des gens qui font de la recherche sur comment enseigner l'esprit critique aux jeunes. Puis par pur hasard, j'en ai rencontré une gang de gens qui font ça la semaine passée. OK, c'est vrai? C'est pas des jokes. J'ai été invité, en fait, à Sherbrooke. Il y a un centre de recherche là-bas qui s'appelle le CREAS. Puis eux, ils font de la recherche là-dessus. C'est des chercheurs, des chercheuses qui font de la recherche sur enseigner la science et l'esprit critique aux jeunes. Comment faire? C'est quoi les méthodes qui fonctionnent? Donc, moi, je peux donner des idées, mais on s'entend qu'il y a de la recherche plus formelle là-dessus aussi. On va rester en général, de toute façon, là, parce que, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant de savoir que ça existe. C'est vraiment intéressant. Puis un constat, il y a plusieurs constats auxquels on arrive quand on parle de ça. Premièrement, on a tendance à penser que l'esprit critique, c'est quelque chose de compliqué, de complexe. Fait qu'il faut attendre que l'enfant ait un certain âge pour être capable de faire ça. Le consensus, là, c'est-à-dire qu'est-ce que les experts pensent dans le domaine, là, c'est que les fondements de l'esprit critique, il faut que tu commences à enseigner ça autour de 4 à 6 ans. 4 à 6 ans, là, c'est tôt. Là. C'est petit. Je veux dire, c'est même avant la maternelle. Là. Oui, c'est petit. Fait que là, quelqu'un se dirait, ben là, attends un peu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu y apprendre les mécanismes de la logique puis les choses comme ça? Non, effectivement. Mais un bon exemple, puis moi, j'ai vu des choses se faire spontanément dans des écoles. Je suis allé donner une conférence dans des écoles où ils se faisaient des affaires. Puis, je vais te donner un exemple. J'ai vu des profs, à un moment donné, que ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent des publicités. Donc,
ils vont prendre une publicité qui passe, puis là, ils demandent aux jeunes comme on va analyser ça ensemble. Qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans? Qu'est-ce qui est attirant? Qu'est-ce que vous pensez qui est vrai? Puis qu'est-ce que vous n'êtes pas sûr qui est vrai? Pourquoi? Puis après ça, comment est-ce qu'on pourrait vérifier ça selon vous? T'sais? Puis j'ai trouvé cet exercice-là tellement intéressant, puis je me suis dit, ça, là, ça se décline de 1 million de façons. Oui. Ça se décline en écoutant un film. Tu sais, comme le film qu'on vient d'écouter, là, est-ce que tu penses que c'était vrai? Oui. C'est-tu vrai ou est-ce que c'est une histoire? Tu sais, c'est une histoire inventée ou c'est une vraie histoire? Ah, intéressant. Qu'est-ce qui te dit que c'est une histoire inventée? Puis si tu penses que telle affaire, c'est vrai, est-ce que ça se peut? Puis comment est-ce qu'on pourrait vérifier ça? Okay? Ça, c'est des questions que normalement, pour un kid, là, n'importe quel enfant peut répondre à la hauteur de ses connaissances. Évidemment qu'un enfant de 8 va te répondre de quoi de bien plus complexe qu'un enfant de 6. Puis le point qui est super important aussi, puis c'est encore là, c'est dans la littérature scientifique, on le voit, c'est d'apprendre à un enfant qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Oui, c'est ça. Puis ça, encore une fois, pour revenir au cadre plus scolaire, on s'attend à une réponse. Tu sais, on s'attend. Mais de plus en plus, par exemple, on voit que la démarche est importante plus que la réponse. Puis maintenant, la démarche est beaucoup plus évaluée que la réponse. Là, tu sais, mais c'est important, ça, je pense, de savoir ça puis de le garder en tête parce que des fois, tu peux donner une mauvaise réponse, mais bien justifier ta réponse. Puis là, tu dis, ah ouais, finalement, c'est pas fou ce que tu me dis là. Tu sais, finalement, ça se tient. Mais on va creuser plus loin. Puis finalement, on se rend compte que, ah non, finalement, je me suis trompée, sais-tu? Mais ça fait partie de la démarche scientifique, là. Bien, écoute, non seulement ça fait partie de la démarche scientifique, mais c'est même, pour devenir un bon scientifique, il faut que tu te trompes la plupart du temps. Okay. Moi, j'ai travaillé dans un laboratoire. Là, j'ai fait de la recherche. Après mon bac, je suis allé dans un laboratoire de recherche. J'ai travaillé pendant 4 ans dans un laboratoire de recherche. Puis la majorité de ce que j'ai fait, ça a été de me tromper, puis de faire des erreurs, puis d'être dans le champ de A à Z. Là. Sinon, on guérirait toutes les maladies tout de suite. Bien, évidemment. Ça fonctionnait du premier coup. Évidemment. Puis ce processus-là où tu es constamment en train de te remettre en doute, de dire peut-être que c'est pas vrai, puis etc., implique que tu acceptes que tu n'auras pas toujours la bonne réponse. Mais encore une fois, tu sais, on confond, tu sais, souvent on confond comme que, tu sais, mettons, exemple, je comprends là, que la NASA, là, quand il envoie une sonde ou qu'il envoie le rover là, sur Mars, là, ils peuvent pas se tromper dans leur calcul de tout ça parce que la sonde elle va s'écraser ou elle va se ramasser sur une autre planète. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Tu sais. Ça, je comprends qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses là-dedans. Mais quand on est dans un processus d'apprentissage, là, c'est pas important. L'important, c'est juste d'être capable d'avoir une réflexion là-dessus, puis d'en jaser, puis de dire qu'est-ce que tu en penses. Ah, mais c'est intéressant ton point de vue, tu sais. Puis ça, ben, je pense que c'est pas contradictoire avec ce qui se fait à l'école. Oui. C'est juste que les deux doivent aller ensemble. Puis encore là, je pense que c'était aussi Carl Sagan qui disait ça. Je m'excuse, je le cite souvent dans la vie, c'est une déformation professionnelle. Mais je pense qu'il disait, que on apprend souvent aux enfants quoi penser plutôt que comment penser. Donc, on leur dit, voici ce que tu dois penser de tel sujet. Okay? Puis, on s'entend, encore une fois, là, je ne vais jamais dire que c'est pas une bonne idée dans le sens où, tu sais, si on veut parler de certains sujets comme... Il y a certaines choses qui sont importantes de nommer, là. Ben, comme en ce moment, par exemple, s'il y a des gens qui veulent dire que les changements climatiques, ça n'existe pas, c'est pas ça qu'on devrait penser, OK? Fait que on devrait pas penser ça parce que ça fait pas... Scientifiquement, ça fait pas de doute. Fait que ça serait pas une bonne idée de penser à ça. Mais... Ceci étant dit, je pense qu'en général, une valeur qui devrait vraiment être véhiculée, c'est ça. C'est comment réfléchir à un problème. Puis en bout de ligne, si la réponse n'est pas la réponse n'est pas tant importante que plutôt la discussion que tu as autour de ça. Puis ça, les enfants répondent beaucoup mieux que les adultes à ça. Étrangement, là. Tu sais, les adultes, on aime ça se raconter qu'on est bon pour... qu'on le sait. Ben, aussi, on aime ça se raconter qu'on est comme bon pour débattre ou... tu sais, la plupart des gens, tu leur demandes, « Ah, toi, t'aimes-tu ça, avoir des discussions animées, etc. » Tout le monde va répondre, « Ah oui, moi, j'aime ça dans des soupers, débattre d'enjeux. » Mais pourtant, là, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas grand monde qui aime ça en réalité. Là. La plupart des discussions où il y a des désaccords virent en chicane. Ben, il y a souvent un malaise, puis là, ça va pas bien. Puis des malaises, des chicanes, des affaires de même. Les enfants, pas en toutes. C'est vrai. Ils n'ont pas encore... Donc, il y a une construction sociale en arrière de ça qui fait que on dirait que d'être en désaccord ou d'avoir une pensée qui est comme en train d'être articulée ou que quand on est adulte, c'est pas bien. Donc, les gens sont pas capables de dire « je sais pas » ou ils vont avoir des opinions sur des affaires sans vraiment y avoir pensé. Ou... Les enfants, ils n'ont pas ces mécanismes-là, tu sais. Donc, je pense que ça, c'est un... Puis ça, je le pense, mais c'est ce que dans la littérature, encore une fois, là, c'est leur apprendre que il n'y a pas une bonne réponse.
Puis, tu sais, dans mon livre, à la fin de mon livre pour enfants, il y a comme un petit quiz, tu sais. Oui. Puis ce quiz-là, je l'ai vraiment monté selon toutes ces idées-là, là, que toutes les affaires qu'il y a dans la littérature, du genre, justement, comme exemple, tu sais, comme, à un moment donné, le petit garçon parle à son ourson. Ça se peut-tu, ça? Oui. Ça se peut-tu parler à son ourson, tu sais? Oui. Puis la réponse, c'est pas non. Je veux dire, Oui, c'est ça, t'as le droit. ben, t'as le droit, mais aussi, tu sais, comme, tu parles à ton ourson, puis ton ourson te répond oui, mais ça se peut. Je veux dire, moi, je parle à mon chien, mais des fois, j'ai l'impression que mon chien me répond, là, tu sais. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ben après, on peut décortiquer ça à l'infini, mais à la base, c'est pas faux de penser ça. Puis après, c'est comme, ah oui, dans quel sens, tu sais? Est-ce que tu penses que l'ourson, il a vraiment une pensée? Ben peut-être pas. Ah, OK, c'est bon, tu sais. Penses-tu que c'est plus toi qui parles ou qui lui donne une voix? Ben oui, jusqu'à un certain point. En quoi c'est différent d'un jeu que tu fais avec des figurines, etc., des choses comme ça? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Oui. Puis ça, c'est un exercice qui est super intéressant à faire pour des parents, puis ça amène des super bonnes discussions. T'sais. Ben oui, c'est ça. Puis souvent, comme parents, on a tendance, la vie va vite, là, on va se le dire. Puis souvent, on a tendance à dire, ben comme parent ou comme adulte qui intervient avec un enfant, non, c'est pas ça, c'est ça. On donne la réponse, tu sais. Ouais. Puis alors, plus je t'entends parler, plus je me dis, ce qu'on devrait faire, c'est, ah oui, pourquoi? Oui, exact. Tu sais, ah oui, pourquoi tu dis ça? Ouais. Puis là, une fois qu'on a l'explication, des fois, même nous, comme adultes, on fait, ah ben oui, OK. C'est très logique ce que tu me dis là, tu sais. Fait que c'est de changer notre façon de penser. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile de revenir, tu sais, à ça. Mais c'est intéressant de voir que tout n'est pas perdu et qu'on peut réussir à le faire, tu sais, en ayant conscience. Ben totalement. Puis en même temps, moi, je me mets à la place des parents. Là. Moi, je suis pas un parent, là, tu sais. Puis je me mets à la place des parents, là, à un moment donné. Là. Je veux dire, t'as tellement d'affaires à gérer, là, qu'à un moment donné, là, tu sais. Puis, tu sais, les enfants ont leur phase de pourquoi aussi, ou que tout le temps pourquoi tout, puis etc. Oui. Puis à un moment donné, j'imagine que t'es juste épuisé puis tu sais plus quoi répondre, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, quand on te dit, ben ça, tu devrais le faire toi aussi, tu sais, dans un sens, toi aussi commences à demander des pourquoi, tu sais. Là, c'est de la job, là. Ben oui. Fait que je pense que le but, c'est pas d'exiger encore des choses aux parents alors qu'on leur en demande tellement. C'est plus une attitude générale par rapport à la vie. Mais de l'avoir en fond, tu sais, en fond de pensée, de savoir que c'est là, puis de... Oui, puis sachant que, justement, à l'école, on va leur donner un excellent cursus scientifique, mais qui est bâti d'une certaine façon où on le sait que l'enfant va apprendre certaines choses parce qu'on juge que c'est des choses importantes à savoir, mais que le côté plus où tu laisses un peu ton esprit aller puis ton imagination aller, peut-être que c'est pas là que tu vas pouvoir le développer le plus. Puis c'est correct, hein? Ben oui. Tu sais, comme avoir de l'imagination, là. Tu sais, on dit ça que les enfants, lui, il a beaucoup d'imagination. Oui, elle a beaucoup d'imagination, tu sais. Puis on dirait que quand tu es adulte, c'est vu quasiment comme étant un... Soit c'est... ben cette personne-là, c'est un artiste, tu sais, ou encore c'est un défaut, tu sais. C'est comme, lui, etc., tu sais. Alors que quand on est enfant, c'est une qualité, tu sais. C'est toujours une qualité, là. C'est toujours une qualité d'avoir beaucoup d'imagination, tu sais. Donc, comment est-ce qu'on peut laisser l'enfant avoir cette liberté-là, puis à un moment donné, lui faire des liens, justement, avec comme... Tu sais, en ce moment, tu es en train d'imaginer toutes sortes de possibilités. Puis tout ça, comment est-ce qu'on pourrait vérifier dans toutes les affaires que tu évoques en ce moment, là, tu sais, comment est-ce qu'on pourrait aller vérifier si c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? C'est ça. Puis de le laisser arriver avec des solutions. Ah, ben peut-être qu'on pourrait, peut-être aller lire là-dessus. Ah, good. On va lire là-dessus où? Dans des livres. OK. Dans des livres, comme quel genre de livre tu aurais tendance à aller lire pour ça, tu sais? Puis là, on peut embarquer dans un autre sujet. Qui est peut-être plus intéressant pour des plus vieux, mais encore là, c'est ce qu'on appelle en communication scientifique l'éducation médiatique. L'éducation médiatique, c'est de comprendre qu'est-ce qui est une bonne source d'information puis qu'est-ce qui n'en est pas une bonne. Oui, parce que là, en 2021, bientôt 2022, Internet, on se perd, là. Ben voilà. On se perd. Tu sais, moi, présentement, j'achève ma maîtrise. Puis, au courant de ma recherche, même parfois, je tombais sur des sources qui étaient boboches. Puis là, des fois, je me laissais prendre jusqu'à temps que je lise. Puis là, je fasse comme, OK, non, on tasse ça, là, ça fonctionne pas. Mais pour un ado, pour un... Aïe, on s'y perd, là. On s'y perd tout le monde. Tu sais, moi, par exemple, gars, moi, je suis pharmacien, je connais assez bien le sujet de la santé, une couple d'affaires en sciences, mais encore là, ça dépend quel domaine. Comme exemple, si je me mets à lire de quoi sur l'économie, là, je pourrais me faire avoir par de la désinformation en économie parce que j'ai pas de compétences là-dedans. On est tous, tu sais, on n'est pas personne immunisé contre ça. Après, on développe chacun un peu notre petit champ de compétences, puis là, ben, on est meilleur là-dedans, mais... Tu sais, même souvent, on entend dire comme vous autres, les scientifiques, au moins, vous faites pas avoir par des affaires scientifiques.
Excuse, mais moi, je vois de mes collègues à tous les jours qui se font avoir par des faussetés, là. OK? Puis moi aussi, je me fais probablement avoir aussi. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait? Puis ça, c'est peut-être moins approprié pour des jeunes, que c'est encore drôle. Quoi qu'encore, ils ont tellement accès maintenant, là, tu sais, dans les écoles, les Chromebooks, là, ils ouvrent ça, puis ils ont accès à YouTube, ils ont accès à Google, juste Google, là. Si tu tapes une question, tu peux avoir des réponses contradictoires dans toutes les directions. Totalement. Comment savoir laquelle est vraie? Oui, puis encore là, tu sais, ce qu'on disait tantôt de commencer sur ça, ce qu'on vient d'écouter, là, ou ce qu'on vient de voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vraie vie? Ou est-ce que c'est inventé? Donc, c'est-tu une fiction? Ou est-ce que c'est quelque chose de basé sur de la réalité? Okay? Un enfant est capable d'écouter un film puis de comprendre que c'est de la fiction, mais de plus en plus, la ligne entre ce qui est de la fiction puis la réalité devient un peu floue maintenant. On le sait plus trop. Hein? Tu sais, comme exemple, un exemple niaiseux, la télé-réalité. Là. Tu sais, les télé-réalités, là, tous les jeunes écoutent ça. Là. Moi, dans les écoles, là, je demande qui écoute Occupation Double. Ça lève la main, c'est 9 sur 10 qui lèvent la main. Une télé-réalité, c'est-tu la réalité? C'est-tu la vraie vie ou c'est une fiction? La réponse, en fait, n'est pas si claire que ça. C'est un mélange des deux. Mais ça, d'avoir ce genre de discussion-là avec un enfant jeune, ben, éventuellement, plus tard, ça amène à avoir des discussions sur, tu sais, en ce moment, là, tu fais une recherche pour ton projet là, de primaire, peu importe, il faut que tu écrives un texte, il faut que tu cherches des sources. Là. Qu'est-ce qui fait que telle source, tu considères que tu as trouvé qu'elle était fiable, puis telle autre n'est pas fiable? Puis là, après, ben, est-ce qu'on peut essayer d'établir des trucs pour voir, y a-tu des trucs rapides, tu sais, des choses vraiment rapides que tu peux faire pour voir si c'est fiable comme source? Comme exemple, combien de temps est-ce qu'on a enseigné aux jeunes que Wikipédia, c'est pas une bonne source d'information? Wikipédia, là, c'est probablement une des meilleures sources d'information qui existent pour tout le monde. Contre-vérifié par beaucoup de monde. Écoute, oui, puis pourtant, on nous a inculqué dans notre tête que Wikipédia, là, genre, faire des recherches. Ah oui, ça, c'est quelqu'un qui a fait des recherches Wikipédia. Donc, il a fait des bonnes recherches. On s'entend, là. C'est pas tout le monde qui est capable d'ouvrir un textbook de médecine puis de lire ça, là. Mais on est capable d'aller lire sur Wikipédia puis c'est dans un langage relativement accessible. Oui, c'est de la vulgarisation, Wikipédia, beaucoup. Oui, il y en a de la fausse information comme dans n'importe quoi, mais moi, là, la fausse information que je vois, 99%, je m'excuse, mais elle n'est pas sur Wikipédia, là. Oui, c'est ça. OK? C'est ça. Fait qu'elle est sur mon feed Facebook, elle est sur mon feed Instagram, etc. Elle n'est pas sur Wikipédia. Sur Wikipédia, la vaste majorité de ce que je lis, c'est extrêmement crédible. Puis souvent, Wikipédia nous amène à faire une autre recherche vers autre chose parce qu'on apprend des choses. Fait que là, on dit, là, je vais aller voir ça. Je vais... Tout le temps, là. Tu vas sur Wikipédia juste pour lire pendant 5 minutes. Puis finalement, 45 minutes plus tard, tu as lu comme 12 articles, plein d'affaires. Puis là, tu as élargi énormément ta perspective. Tu connais plein de nouveaux concepts. Nomme-moi une situation où ça t'a fait ça en lisant sur les réseaux sociaux, puis que tu lis sur un blog obscur, puis etc. Absolument. Non. C'est, en général, quand tu pars des réseaux sociaux puis tu t'en vas sur des blogs, ça va t'amener dans une direction bien précise. Ça va canaliser ton attention dans une direction. Puis tu risques de pas vraiment être capable de regarder à gauche puis à droite. Va sur Wikipédia, ça va tellement élargir ta perspective que tu vas avoir l'espèce... Puis ça, c'est ce qu'on souhaite là, de provoquer. Ça porte un nom que je me souviens plus c'est quoi. Là. Je pense que c'est l'ouverture doxastique. Là. Mais en tout cas, c'est des mots compliqués. C'est pas important. Mais c'est un moment où tu réalises que ce qu'il y a à savoir sur un sujet est beaucoup plus vaste que ce que tu pourrais savoir. Ah, c'est ça. Tu sais que tu commences, tu t'en vas sur Wikipédia en disant, je vais aller lire là-dessus, moi, non, ça finit plus. Je vais aller lire là-dessus, moi, les vaccins. Puis là, après avoir lu, tu fais, oh my God, c'est tellement plus complexe que je pensais, que je pense que j'ai pas la capacité de tout comprendre. Mais ce moment-là, là, c'est probablement l'affaire la plus importante que tu peux avoir comme personne humaine. De reconnaître que tu n'arriveras jamais à tout savoir là-dessus. Exactement, tu sais. Puis, tu sais, comme enfant, c'est dur d'avoir cette affaire-là parce qu'à l'école, on te dit, voici ce que tu as à savoir. Puis pour le reste, c'est pas grave parce qu'on l'apprendra plus tard, tu sais. Fait que souvent, tu penses pas à qu'est-ce que je vais apprendre l'année prochaine. Ça n'a pas d'importance, il y a quelqu'un qui te guide là-dedans, tu sais. C'est ça. Mais de faire réaliser que, hey, sais-tu quoi, regarde, mettons, là, on vient de faire une petite expérience dans ton bain avec telle affaire, puis tout ça. Est-ce que tu penses que c'est la réponse définitive en ce moment? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ou etc. Puis là, de réaliser que, attends, il faudrait en faire là, des expériences, il faudrait qu'il y ait bien du monde qui en fasse, il faudrait en faire ailleurs sur la planète, puis tout ça, tu sais. Ça fait que c'est juste d'allumer des petites lumières, tu sais. C'est pas... honnêtement, la seule affaire qu'on peut suggérer aux parents, c'est ça, tu sais. Oui, de garder cette petite flamme-là, puis de réussir à justement, c'est ça, aller peser ce petit bouton qui fait que notre enfant va continuer à être curieux, finalement. Oui, exactement. De continuer de demander pourquoi.
Ben, tu sais, c'est quelque chose qu'on devrait... Tu sais, il y a plein de gens qui venaient me voir après que j'ai écrit le livre qui me disaient moi, mon enfant, il est comme ça. Tu sais, mon enfant, il est comme ça, il demande tout le temps pourquoi, puis etc. Puis, tu sais, moi, souvent, ce que je réponds à la blague, c'est je dis comme, tu sais, moi, je suis encore de même. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas pour dire que je suis meilleur que les autres, c'est que, honnêtement, je trouve que on le voit souvent comme un défaut, tu sais, alors que c'est une qualité, tu sais. Oui, puis c'est aussi une qualité dans la vie de pas avoir d'opinion sur quelque chose parce que tu juges que tu connais pas assez le sujet, tu sais. Oui, c'est pas très valorisé. Le reconnaître. Oui, c'est pas très valorisé, tu sais. Puis quand on est enfant, encore là, tu sais, les enfants vont se faire arriver avec une explication là, super farfelue à une affaire, puis tout ça, tu sais. Puis des fois, c'est juste comme, nah, whatever, tu sais. Okay, il y aura ça, tu sais. Oui, il va l'apprendre plus tard. Puis ça finit là, tu sais. Puis, tu sais, c'est correct, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, qu'en fait, puis une super belle qualité à laquelle tu peux éventuellement arriver, c'est de faire comme, hey, sais-tu quoi, je le sais pas. Puis ça, c'est peut-être que je devrais pas me fermer. Tu sais, je devrais pas me faire une opinion très forte ou fermée sur tel sujet si je le connais pas tant que ça. Je devrais essayer d'en apprendre plus. Puis après ça, je peux me faire ma propre opinion, finalement. Exact. Puis ça, c'est quelque chose que les enfants n'ont pas naturellement. Tu sais, au contraire, c'est comme... Tu leur demandes leur avis sur la physique quantique là, quand ils sont jeunes, puis ils vont avoir une opinion là-dessus, là, tu sais. Mais il y a des adultes aussi qui continuent à avoir une opinion là-dessus, ce qui est un problème, tu sais. C'est ça. Fait que ce fameux moment-là, à un moment donné, ben ça, on peut commencer à planter des graines à un moment donné sur les limites du savoir, la limite des compétences. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a peut-être que la vie d'une personne a plus de valeur que la vie d'une autre personne? Oui, c'est rendu des questions, c'est ça. Là, on est rendu poussé dans la réflexion, là, c'est ça. Mais c'est tout un continuum aussi. Là, on parle de, l'esprit critique, il faut commencer à l'enseigner 4 à 6 ans, puis après, ça va... J'imagine que ça n'arrête jamais. Non, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, mais le problème, c'est qu'une fois que tu arrives dans l'âge adulte, là, à un moment donné, il y a des mécanismes qui deviennent tellement ancrés en nous que on peut plus s'en débarrasser, tu sais. Ou très difficilement. Oui. Puis moi, je le vois, là, je veux dire... tu sais, moi, ça fait depuis 2012 que je fais de la communication scientifique, puis... à peu près en 2016-2017, là, j'ai eu vraiment... Là, moi, là, ma carrière, entre guillemets, de communicateur scientifique a eu 2 parties. Là. La première moitié, ça a été moi qui dis des affaires, puis tout ça, puis qui est super idéaliste, puis qui me dit, je vais pouvoir changer les perceptions, puis les comportements, puis les croyances, puis etc. Puis il y a une autre moitié où, à un moment donné, j'ai eu une espèce de wake-up call où je me suis dit, c'est pas vrai, là, ça fonctionne pas. Parce que les adultes, là, c'est très rare qu'ils changent d'idée ou de comportement. C'est très, très rare. Oui. Puis c'est là où je me suis dit, ben le travail qu'on a à faire, il est bien plus en amont, tu sais. Oui, mais ça m'amène à penser, les 2 balados que tu as fait des rives, moi, je les ai écoutés, puis, tu sais, au bout de la ligne, c'est pas tant le sujet qui venait me chercher, mais la façon que tu nous amenais, justement, dans tout ce processus-là. Puis, tu sais, t'es quelqu'un d'extrêmement scientifique, d'extrêmement, tu sais, mais la façon que tu ouvrais la porte, tu sais, le premier rituel de sudation, entre autres, t'as laissé la porte ouverte. Tu sais, t'es allé dans le bois chercher des cassettes, chercher des... Puis t'écoutais la personne te parler de pourquoi cette personne-là s'était fait embarquer dans cette situation-là. Puis c'était pas tout faux dans ta tête non plus. C'était pas de dire, ben voyons, qu'est-ce que t'as fait là? Tu sais, t'étais ouvert à ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'adultes qui sont capables de faire ce travail-là, de dire, attends, je vais l'écouter. Je vais écouter sa façon de penser, de voir qu'est-ce qu'il a amené là. Même chose dans la 2e saison qui vient de sortir. Encore une fois, tu ne juges pas, tu t'assois, t'écoutes, puis OK, peut-être que finalement, c'est pas tout faux. Ben oui, puis pour être juste, je suis pas meilleur que les autres pour faire ça. C'est difficile pour moi aussi. Là. Quand je suis confronté là, à un point de vue que pour moi, là, c'est diamétralement opposé au mien, là, c'est tough. Là. Je prétends pas que moi, je suis comme une merveille d'ouverture puis que tout le monde me dit des affaires puis je suis comme tout est cool. Là. Je veux dire, pour moi, c'est très, très difficile. Ça vient me chercher. Ça vient me chercher, surtout comme scientifique, comme personne qui veut donner de la bonne information. Quand je suis face à une personne qui propage certaines croyances, certains discours que moi, je trouve que c'est faux ou dangereux, ou etc., ben oui, c'est sûr que ça vient me chercher puis ça me dérange. Mais je pense que des fois, on n'a pas besoin de tout dire. Puis je suis content que tu me parles de ça parce que, mettons qu'on parle, puis
pour ceux qui l'ont pas écouté, je vais pas... dévoile pas de... Ah non, c'est pas dans le sens que je veux pas dévoiler de punch, Okay, c'est plus dans le sens que je veux pas avoir à raconter toute l'histoire. Non, c'est ça. Mais comme par exemple, dans la première saison, il est question à un moment donné de certaines personnes qui croient qu'il y a une espèce d'entité surnaturelle qui leur parle, qui vient dans leur tête, qui peut leur parler, puis etc. Puis ça, on parle beaucoup de ça à travers la saison. Puis il y a quelques personnes qui m'ont fait le commentaire après, qui m'ont dit « Hey, j'ai trouvé ça spécial que dans tout le balado, tu passes comme 8 épisodes de 45 minutes à parler de ces gens-là qui disent qu'il y a des entités surnaturelles là, ou même des fées ou des dragons ou des ça allait dieux loin, là, qui viennent leur parler dans la tête. Mais il n'y a jamais un moment dans le balado où tu dis que ça n'existe pas. As-tu remarqué? Puis là, ils me disent ça, puis je fais « Ouais, mais en quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça aiderait de dire ça? » Mais c'est un peu ton exemple de l'ourson tantôt. Ben exact. Tu sais, ça revient un peu à la même chose avec le petit enfant. Mais non, ton ours, il parle pas, là, tu sais. Ben c'est parce que ça, c'est facile à faire, tu sais. Puis des fois, c'est correct, j'imagine, de le faire. Tu sais, c'est pas noir ou blanc là-dedans. Mais tu sais, comme moi, par exemple, le choix ou le pari que j'ai pris, c'est que je me suis dit, il y a des choses que si j'arrive puis je dis, bon, ça, c'est clairement faux, mais en même temps, je veux pas juger les gens, fait que je vais les écouter. Mais la réalité, c'est qu'en disant ça, je viens d'établir que ça, pour moi, c'est faux. Mais je viens de perdre comme une petite porte. Ben, je viens de fermer une petite porte et je viens de perdre beaucoup de gens que tout d'un coup, sont comme « Ah, ben là, ça m'intéresse plus tant. » Tandis que si je laisse cette porte-là ouverte, mais les gens, ils vont faire le même travail dans leur tête de toute façon. C'est ça. J'ai pas besoin de leur dire « Ça, c'est vrai » ou « Ça, c'est faux ». Puis ça, c'est là où moi, tu vois, moi, dans mon évolution comme communicateur scientifique, c'est une chose que j'ai appris. Au début, j'étais très... Bon, regarde, voici ce que vous devez penser de tel sujet. J'étais dans le même piège. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux, puis non. Voici. Puis plus ça va, puis plus j'ai réalisé que on est mieux de donner les outils d'esprit critique à la personne. Voici toute l'information, voici des pistes de réflexion sur qu'est-ce qui fait que ça, c'est peut-être plus fiable que telle autre affaire. À savoir ce qui est vrai ou faux là-dedans, là, ben ce travail-là, je vous le laisse faire par vous-même. Mais c'est bien plus efficace. Puis moi, je suis content d'avoir appris à le faire de même. Je me dis, ça marche bien mieux parce que la personne, elle la trouve dans sa tête, la réponse. Fait que ça a bien plus de sens que si je disais, voici ce qui est vrai, voici ce qui est faux. Mais tu l'as dit, ça a été un cheminement pour toi. Oui. Fait que tu sais, c'est ce cheminement-là qu'on devrait réussir à faire pour, après ça, accompagner nos enfants à faire la même chose, finalement. Totalement. Mais c'est difficile. Ben oui, c'est difficile. Puis surtout, je reviens encore, on n'est plus à l'ère de lire notre journal à la table puis d'aller chercher des articles scientifiques dans les revues, à la bibliothèque, tu sais. On a ça à portée de main en 2 secondes. Puis nous, comme adultes, on s'est fait un peu prendre dans ce processus-là aussi. T'sais, on n'a pas fait attention. Internet est arrivé relativement vite là, dans l'évolution de l'être humain. Là, très vite. C'est très récent encore. Là. Ben, ça date d'il y a à peu près, peut-être même pas 15 ans. Là. Ben non, c'est ça. Je parle des réseaux sociaux, mettons. Oui, puis même Internet, moi, je me rappelle, je suis pas très vieille, mais je me rappelle qu'il fallait se brancher sur le téléphone, puis que là, ça prenait des heures d'enloader une photo, tu sais. Là, on prend notre téléphone en 2 secondes. On a la réponse. Là, c'est quoi que j'ai cherché l'autre fois? Ah, le nom du bébé beluga, c'est un veau. Puis là, il y a un élève qui me dit c'est un veau. Là, j'ai été sûre de ça que c'est un veau. Oui, je l'ai appris. J'ai dit, bon, on va aller voir. En 30 secondes, on avait la réponse. Oui. Tu sais, on l'avait. Fait que c'est ça pour tout. Puis tantôt, ça m'a fait penser, puis là, c'est sûr que tu vas reconnaître comme pharmacien, le nombre de fois qu'on Google des symptômes. Ah, mais je l'ai fait moi aussi, hein? Ben c'est ça. Mais moi, je serais morte 150 fois, là. Ah, moi aussi. Moi, j'ai eu des multiples cancers. J'ai eu la sclérose en plaques 2 fois. Mais ça, on se fait prendre à chaque fois, même si on le sait. Tu sais, un enfant qui se met à faire de la fièvre, fièvre en haut de 39, qu'est-ce qu'on fait? Puis, bon, il est en train de mourir, là. C'est sûr que demain matin, notre enfant n'est plus là, tu sais. Mais on se fait prendre à chaque fois. Totalement. Mais je me mets dans la tête d'un ado, mettons, de déconstruire ça. Si nous, comme adultes, en ayant conscience on n'y arrive pas tant que ça si facilement. C'est un beau défi, là. C'est un beau défi, puis, tu sais, question de ne pas voir tout négatif non plus, parce que moi, j'ai une tendance, des fois, à me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Y a-tu vraiment une solution? » Ouais, exact. C'est facile de tomber dans ce pessimisme-là. Puis on dirait que de faire des conférences avec les jeunes dans les dernières années, ça m'a comme... ça a eu l'effet inverse, en fait. Ça m'a vraiment redonné espoir parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes sont au courant qu'il y a beaucoup de fausses informations sur Internet. Mais ça, là, on le savait pas avant, là.
Non. Tu sais, sans joke, puis toi, c'est pareil. Là, je veux dire, toi puis moi, là, on a vécu la naissance d'Internet, la naissance des réseaux sociaux. Facebook, ça existe depuis 2006, 2007. Non, Je veux dire... on n'avait pas ça au secondaire, là, nous autres. Là, non, puis au début, c'était juste j'ai mangé une banane, c'était très bon, puis etc. Tu sais. Puis le phénomène de la désinformation, honnêtement, on a quand même... Je trouve qu'on a quand même appris vite. Oui. Oui. Puis même si oui, on se fait souvent avoir, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont tous au courant. Oui. Ils sont tous au courant que c'est faux. Puis quand je leur demande, tu sais, spontanément, pourquoi vous pensez qu'il y a des gens qui voudraient vous dire des choses fausses? Oui. C'est quoi leur objectif en faisant ça? Puis la première raison qu'ils me mentionnent en général, c'est parce qu'ils veulent faire de l'argent. Oui. Puis c'est pas 100% de la réponse, mais c'est quand même, vrai. En fait, c'est probablement la meilleure réponse dans un sens. Parce que pourquoi des gens voudraient propager de la fausse information, c'est qu'ils ont quelque chose à y gagner. Quelque chose à vendre, quelque chose à propager. Puis vendre, ça peut être vendre un produit, mais ça peut être vendre une idée aussi. Puis ça peut te rapporter un avantage. Fait que les jeunes, ils le savent. Oui. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Après... Puis je pense qu'on devrait les applaudir de ça. Je pense qu'on devrait leur dire... Si les parents écoutent puis qu'ils ont des enfants puis qu'ils ont une discussion là-dessus, est-ce que tu penses que c'est pas vrai? Non, il y a bien des affaires fausses. Mais ça, là, c'est une immense victoire. Oui. C'est une immense victoire de société. Après, on peut demander à l'enfant, bon, mais cool, tu le sais que c'est pas tout qui est vrai. Comment tu t'y prends pour savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai? Puis là, il n'y a pas de réponse facile. Puis là, tu demandes, est-ce que tu aimerais ça? C'est quelque chose qui t'intéresserait? Penses-tu que ça serait... T'aimerais-tu ça être capable de mieux avoir une meilleure capacité à détecter ce qui est faux, tout ça? Oui. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être les avantages? Oui. Mais ça vient, là, moi, je trouve tellement que les jeunes sont allumés, puis on leur fait de plus en plus de place aussi. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, les enfants, c'était des enfants, c'était comme des petits humains à part, là. Tu sais, c'était une catégorie d'humains à part. Là, on dirait que maintenant, on a ouvert plus la place à... c'est-tu qui ont des bonnes idées, eux autres aussi, tu sais, puis qui sont capables de réfléchir. Tu sais, on voit plus, même là, on le voit, là, les débats sur les bébés naissants, là, tu sais. Avant, on donnait une tape pour être sûr que le bébé respire, puis ça lui faisait pas mal, tu sais. Maintenant, on le sait que le petit bébé, si tu lui donnes une tape, ça lui fait mal, tu sais. Mais c'est tout ça, je trouve qu'on considère de plus en plus les enfants comme des êtres humains à part entière. Mais il y aurait beaucoup de choses à nous apprendre. Oui, puis je pense que à mon avis, là, c'est mon impression subjective, mais j'ai l'impression qu'une raison pour ça, c'est que justement, je pense que les réseaux sociaux nous ont fait prendre conscience de à quel point est-ce qu'il y a des crises en ce moment sur la planète, tu sais, que ce soit des crises environnementales, des crises politique, tu sais, la polarisation des gens, les opinions n'ont jamais été aussi dans les extrêmes, etc. C'est comme si maintenant les réseaux sociaux nous ont fait réaliser tous ces problèmes-là. Oui. Et quand on regarde la jeunesse, on se rend compte qu'ils n'ont pas encore tous ces problèmes-là, tu sais. Puis, tu sais, combien de fois est-ce qu'on entend dire que dans telle école, ils ont parti un projet sur l'environnement, puis ils sont super ouverts, puis on dit souvent que l'avenir, que s'il y a des chances... C'est cette génération-là. C'est cette génération-là qui vont le faire. Toutes les générations sont toutes idéalistes. Même les baby-boomers ou avant, ils ont tous été idéalistes à leur façon aussi. Mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyen de constater nécessairement tous les problèmes dans la société. Aujourd'hui, on les voit et on voit automatiquement que les jeunes, c'est la solution. Fait que ça, c'est comme... c'est super, excellent. Excellent. À ce moment-là, donnons-leur le maximum de jus, là, donnons-leur juste du carburant là, pour qu'ils puissent, comme on veut que ce soit la solution, donnons-leur du carburant pour qu'ils aillent dans cette direction-là. Oui, c'est vraiment, ça donne espoir. Mais il faut, honnêtement, puis puis aussi, il faut quand même dire, tu sais, comme, tu sais, mettons, on parle de la science aujourd'hui ou de la pensée critique ou etc., tu sais, comme... Tu sais, justement, les fameux chercheuses que j'ai vus à Sherbrooke, là, ils ont fait une grosse étude où ils ont regardé c'est quoi le niveau de confiance des Canadiens en les autorités, les experts, etc. Puis le niveau de confiance est super élevé. Là. Il est à 89,2 quelque chose comme ça. Puis le 10 autres, là, c'est pas qu'ils ont zéro confiance, mais c'est qu'ils ont des doutes, ou etc. T'sais, c'est quand même super élevé. Là, okay? Fait que tout n'est pas négatif non plus. Puis, comme faisons juste profiter de ça. Puis essayons juste d'embarquer les jeunes de plus en plus là-dedans, pour que ce 10 %-là, au lieu d'être 10, il soit 8, 9, c'est ça que ça diminue 7. Tranquillement. C'est juste ça l'objectif, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans une vision pessimiste. Puis il ne faut pas non plus tomber dans une vision de, à cause que nous, les adultes, on a plein de comportements problématiques,
ça veut pas automatiquement dire que les jeunes vont les avoir non plus. Là, non, c'est ça. Bien, Olivier, merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec moi ce matin. Je pense que ça va avoir été apprécié des familles et des parents. Puis, ben c'est ça. J'espère que les parents vont avoir apprécié notre écoute. Ben merci de parler de pensée critique. C'est vraiment cool. Merci. Ciao.